entrer maintenant dans les processus d'apprentissage, les intelligences multiples, l'attention et le lien avec les émotions. On appelle cognition tout ce qui concerne le traitement de l'information par le cerveau, d'ailleurs y compris les émotions. Les fonctions cognitives représentent tous les processus cérébraux mentaux par lesquels on acquiert, on traite, on conserve, on récupère, on utilise l'information pour agir. Donc tout ce qui concerne le traitement. Les principales fonctions cognitives sont la perception, les émotions, le langage, les mémoires, les attentions, les gnosies, perception, reconnaissance, identification, capacité à savoir reconnaître, les praxies, capacité à savoir faire des gestes, les habiletés visuospatiales et temporospatiales ou les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives entrant en jeu vont être la flexibilité cognitive, l'inhibition, le raisonnement, la logique, la pensée abstraite, la prise de décision, le jugement, l'anticipation, la planification, l'organisation, la motivation, l'initiative ou la résolution de problèmes. Vous voyez que c'est extrêmement varié. Ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que l'histoire des courants pédagogiques aujourd'hui peut s'expliquer à travers les neurosciences, à travers ce que l'on connaît du fonctionnement du cerveau. La notion d'éducabilité est née au XVIIe siècle, puis au XVIIIe avec Rousseau, où on a compris l'importance de l'éducation dans le devenir de l'enfant. Dès le XIXe siècle, de nombreux chercheurs, médecins, pédagogues se sont intéressés à la pédagogie et à travers différents aspects. Alors, John Dewey, lui, est le premier qui a montré qu'il était important de faire pour apprendre. C'est le learning by doing. Il fallait s'impliquer dans les apprentissages. C'est ce qu'aujourd'hui Stanislas Dehaene appelle l'engagement actif. Ovide de Crowley, lui, a parlé de l'importance de la motivation dans l'éducation, dans l'apprentissage. Donc, on a parlé motivation. Aujourd'hui, je vous ai montré l'importance du rôle de la dopamine dans l'apprentissage, la notion de plaisir qui ancre les apprentissages dans la mémoire. Célestin Freinet, lui, a montré aussi, comme d'autres par la suite, l'importance de la coopération, des relations sociales, de la coopération dans la construction des apprentissages. Et Lev Vygotsky a parlé de socioconstructivisme, c'est-à-dire à travers les autres, nous devenons nous-mêmes, c'est-à-dire l'importance des relations sociales dans la construction de l'enfant. Lev Vygotsky nous a parlé aussi de cette fameuse zone proximale de développement, c'est-à-dire zone dans laquelle on doit se situer pour trouver du plaisir dans des apprentissages nouveaux, sans que ces apprentissages soient trop complexes, parce que s'ils sont trop complexes et qu'on pense qu'on ne va pas y arriver, eh bien là, on n'aura aucun plaisir. Donc si c'est trop facile, on ne produit pas de dopamine, puisqu'on l'a déjà fait, ça n'est pas nouveau, donc pas de plaisir. Et si c'est trop dur, pas de réussite, donc pas de plaisir non plus. Donc toujours se trouver dans cette fameuse zone proximale de développement, zone qui correspond à des compétences qu'on est en capacité d'acquérir et qui vont nous procurer du plaisir lors de l'apprentissage. Jean Piaget, lui, nous a parlé des différents stades de développement de l'enfant qui vont être associés d'une certaine manière aux périodes sensibles proposées par Maria Montessori. Maria Montessori, elle avait bien compris aussi que l'enfant, il a des capacités, son cerveau se développe dans certaines directions, selon certaines capacités à un moment donné, et qu'il faut laisser l'enfant aller manipuler les choses en direction de ses compétences. Par exemple, un enfant qui est en train de développer des capacités autour de la motricité fine, eh bien, il va de lui-même, puisque c'est ça qui va lui procurer du plaisir, de la dopamine, eh bien, il va de lui-même aller vers des activités de motricité fine et qu'il faut le laisser puisque c'est à ce moment-là qu'il développe les zones de son cerveau correspondantes. Donc, Maria Montessori, elle était axée autour de la manipulation et de laisser l'enfant aller de lui-même vers le travail de ces compétences-là au moment où son cerveau est le plus plastique sur ces compétences. Georges Charpak, lui, ira jusqu'au bout de cette
conception de l'importance de la manipulation, puisque c'est lui qui fondera le courant La main à la pâte pour développer l'apprentissage des sciences par la manipulation. Or, nous avons bien vu ensemble que c'est la manipulation qui permet une meilleure mémorisation et une meilleure compréhension des choses au niveau du cerveau. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce que tous ces pédagogues avaient perçu par l'observation et par l'intuition s'explique aujourd'hui du point de vue des neurosciences. Donc si on reprend par exemple les stades de développement de Piaget, eh bien on voit que dans certains stades, on voit bien, voilà, stade de développement du langage, eh bien ça correspond au moment où les neurones impliqués dans le langage vont établir plein de connexions les uns avec les autres et qu'on va avoir de l'élagage des zones qui ne sont pas importantes. On va avoir ensuite, entre 7 ans et 12 ans, des compétences qui vont plutôt être autour de la numération, des mathématiques. L'apparition d'un raisonnement abstrait va arriver plutôt vers 12 ans, avec l'idée la possibilité d'un raisonnement moral, c'est-à-dire développement du lobe frontal, développement d'un raisonnement moral et mise en œuvre de la capacité de raisonnement du lobe frontal. Kahneman, lui, a été plus loin dans la compréhension du rôle du cortex préfrontal. En effet, il a montré qu'il y avait deux manières de penser, de réfléchir. Une pensée heuristique, automatique, intuitive, peu fiable, mais très rapide, qui nous permet de traiter des tâches quotidiennes qui ne sont pas trop complexes. Lorsque ce système s'avère inadapté, inefficace, eh bien, il y a un système d'inhibition qui va interrompre ce système heuristique pour activer le système algorithmique qui va nous obliger à avoir une pensée réfléchie, logico-mathématique, plus lente, mais plus fiable, qui viendra en fait prendre le relais de cette pensée plus intuitive qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. Donc en fait, ça c'est très intéressant puisque selon Kahneman, en fait, pour pouvoir arriver à ce système algorithmique, à le développer, eh bien il faut produire un conflit cognitif, c'est-à-dire que la résolution des problèmes que l'on arrive très facilement à résoudre habituellement avec cette pensée intuitive, eh bien là on ne va pas réussir à résoudre ce nouveau problème avec ce mode de pensée et on va devoir l'inhiber pour passer à une pensée plus construite, un raisonnement plus construit. Le retour sur erreur va donc jouer un rôle essentiel dans cette notion de conflit cognitif. C'est le deuxième pilier des apprentissages selon Stanislas Dehaene. En effet, Stanislas Dehaene nous dit que les signaux d'erreur corrigent nos modèles mentaux, éliminent les hypothèses inappropriées et stabilisent les plus justes. Pour pouvoir créer un conflit cognitif, il faut qu'il y ait une surprise, une erreur de prédiction. Je pensais que j'allais trouver tel résultat ou je pensais que j'allais y arriver en faisant de telle manière et je n'y arrive pas. Il y a une surprise, ça entraîne l'inhibition de mon lobe préfrontal et le switch, le changement vers une pensée logico-mathématique. Donc ça nécessite bien sûr de faire ce qu'on appelle du neurofeedback, c'est-à-dire un retour d'information, la correction d'erreurs, de la méta-analyse, l'analyse de la procédure qui était mauvaise pour la déconstruire. Tout ça peut se faire évidemment dans le respect de l'élève, en le valorisant, en lui expliquant que toutes ces procédures sont normales, que l'erreur en fait, c'est une manière qu'a développé le cerveau d'apprendre des nouvelles choses, et tout ça doit donc se faire dans un climat de confiance entre l'élève et l'enseignant. L'erreur n'est pas une faute, l'erreur n'est pas une sanction, l'erreur, ça fait partie du processus d'apprentissage et on doit faire des erreurs pour continuer à apprendre de nouvelles choses et à acquérir de nouvelles compétences. Tout ça peut se faire justement en favorisant l'évaluation formative et non pas l'évaluation finale et permettre toujours à l'élève d'améliorer sa performance, de revenir sur son erreur pour la corriger. Des expériences récentes ont permis de montrer l'importance du test pour mieux apprendre. Les chercheurs ont réalisé 3 groupes d'étudiants qui étaient confrontés à un test final
Ces 3 groupes d'étudiants révisaient de la manière suivante. Le groupe 1 étudiait pendant un certain temps, puis pendant le même temps se testait, c'est-à-dire ils se faisaient des quiz ou échangeaient entre eux pour discuter. Un deuxième groupe d'étudiants a réalisé le même temps d'études, puis pendant le temps restant s'est distrait, s'est reposé. Et puis le troisième groupe d'étudiants a étudié pendant une certaine durée et réétudié, c'est-à-dire révisé, pendant le même temps. Lorsque l'on regarde la réussite au test final, eh bien, le groupe qui a eu les meilleurs résultats, c'est le groupe 1. Les 2 autres groupes ont eu les mêmes résultats. Donc ça veut dire que ça n'est pas de relire et relire et relire à l'infini ces leçons qui est important. Ce qui est important, c'est une fois qu'on a appris sa leçon, de faire, on avait dit que ça s'appelait du rappel, d'accord? C'est-à-dire, on utilise ses connaissances, on récite, on se teste, on met en pratique. Et tout ça nous aide à beaucoup mieux assimiler. Rappelons aussi également que depuis plusieurs années maintenant, on sait que les intelligences sont multiples. On a parlé de l'intelligence logico-mathématique, mais cette intelligence qui est très valorisée dans le système scolaire n'est pas la seule et il est très important de mobiliser et de valoriser vos élèves dans leurs différents types d'intelligence. Il y a l'intelligence verbo-linguistique, sa capacité à penser, saisir, exprimer des idées. L'intelligence corporelle et kinesthésique, capacité à utiliser et exprimer avec son corps. L'intelligence interpersonnelle, sa capacité à agir et réagir avec les autres, à aider, à collaborer, à partager. Ça, c'est une intelligence qui est extrêmement importante dans la vie sociale. L'intelligence visuelle et spatiale, capacité à percevoir et se représenter le monde. Une intelligence naturaliste, écologique, sa capacité à observer, reconnaître, classifier la nature. Une intelligence musico-rythmique, capacité à reconnaître, interpréter, créer des musiques, des rythmes. Et puis l'intelligence intrapersonnelle, sa capacité à se connaître soi-même, à s'introspecter ou à être intuitif. Évidemment, nous possédons tous ces multiples intelligences et chacune peut être travaillée et développée. Il est important, en effet, de ne pas prendre l'intelligence comme quelque chose de figé, comme quelque chose qui est là à un instant donné et sur lequel on ne peut pas intervenir. Albert Jacquard disait « L'intelligence n'est pas une chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit ». Et Binet, le créateur des tests d'intelligence, parlait quand même d'éducabilité et d'extensibilité de l'intelligence. On n'est pas réduit à un QI. Le QI de chacun évolue avec le temps et les compétences, l'intelligence évolue avec le temps. Pour mobiliser les intelligences multiples en classe, il est déjà important de se connaître soi-même et de comprendre un peu le rapport que l'on a avec notre propre ou avec nos propres intelligences. Ensuite, de bien former ses élèves, leur apprendre à se connaître, à identifier et à mobiliser leurs intelligences multiples sans trop catégoriser. Il est important de questionner et d'adapter ces pratiques pédagogiques en mobilisant de façon transversale le maximum de types d'intelligence et en proposant différentes approches, des approches qui vont mobiliser ces différentes formes d'intelligence. Tout ça peut se faire en incitant la coopération, en mettant en place des procédures de différenciation, des exercices différents, mais même en modifiant les modalités de travail des élèves, en favorisant les échanges entre pairs, en diversifiant également les modalités d'évaluation. Il faudra absolument éviter de catégoriser certains élèves en disant « toi, tu as une intelligence logico-mathématique, par exemple, ou tu ne l'as pas », en utilisant que certaines formes d'intelligence et pas toutes les formes d'intelligence pour chaque élève. Il faut éviter aussi de se dire, par exemple, en mathématiques, on ne travaille que l'intelligence logico-mathématique. Non, on peut mobiliser plusieurs types d'intelligence dans chaque matière, dans chaque séance. Nous allons nous intéresser maintenant à l'attention. L'attention est définie comme l'ensemble de circuits neuronaux qui sélectionnent, amplifient et propagent les signaux auxquels nous accordons de l'importance et multiplient par 100 ou par 1000 leur représentation en mémoire.
Posner propose 3 circuits pour la mobilisation de l'attention. D'abord, le premier circuit, c'est l'alerte, c'est-à-dire quelque chose va attirer notre attention. Ensuite, le deuxième circuit, c'est le filtrage ou l'orientation, c'est-à-dire l'effet pop-out, quelque chose qui attire notre attention ou focalise notre attention parmi d'autres événements qui nous paraissent moins importants. Pourquoi? Parce que minoritaires et qui nous conduisent à une interprétation rapide. Enfin, le dernier point, c'est le contrôle exécutif, c'est-à-dire la capacité de porter une attention étroite sur un événement et de pouvoir raisonner. Par exemple, lorsque vous regardez ces lignes, et que si je vous demande ces lignes sont-elles parallèles, assez rapidement et de façon intuitive, vous allez me dire qu'elles ne le sont pas parce qu'elles ne vous paraissent pas parallèles. Mais vous allez exercer un contrôle exécutif, c'est-à-dire que vous allez regarder et vous allez vous dire que entre chaque ligne ici, on dirait bien en effet qu'il y a la même distance si on regarde de chaque côté, et donc que ces lignes doivent être parallèles, et que ce qui me les fait sembler séquentes, c'est à cause des petits carrés noirs et blancs qui sont décalés. Donc ça doit être un effet visuel. Donc vous voyez, différents niveaux. L'alerte, c'est à peu près regarder par ici. Le filtrage ou l'orientation, c'est « Ah, il y a quelque chose, il y a un détail qui attire mon attention ». Et enfin, je mobilise toute mon attention pour analyser finement les choses. Et donc tout ça va se faire en lien étroit avec la mémoire, l'encodage et la capacité de la mémoire de travail. L'attention est donc un processus cognitif complexe qui va solliciter l'ensemble du corps. Parfois, elle va être associée à du silence, de l'immobilité, mais pas forcément. Elle représente un effort, donc cette concentration ne peut se faire que pendant une durée limitée, et l'entraînement va nous aider à améliorer notre attention. Il y a pourtant des limites à l'attention. La limite, ça va être la distraction. C'est parce qu'on a des pensées occupées par autre chose. La cécité inattentionnelle. Je vous invite à faire sur Internet ce fameux test du gorille invisible pour comprendre ce qu'est la cécité inattentionnelle en cliquant notamment sur ce lien. Donc je ne vais pas dévoiler maintenant ce que c'est. La double tâche peut être aussi une limite à l'attention. Ça veut dire que si vous donnez à vos élèves 2 tâches à faire en même temps, si par exemple vous leur donnez une consigne à un moment où ils sont occupés à recopier quelque chose dans leur cahier par exemple, eh bien là vous allez perdre leur attention. Donc il faudra faire attention. On ne peut faire 2 tâches à la fois que lorsque l'une des 2 est automatisée. Sinon, eh bien, il va falloir faire ce qu'on appelle de la flexibilité attentionnelle, c'est-à-dire qu'on va devoir passer d'une attention à l'autre, de l'attention sur un objet vers l'attention vers un autre objet ou un autre sujet. Et ça nous demande beaucoup d'énergie. C'est ce qu'on appelle la charge cognitive. On parle de charge mentale. Quand on dit que quelqu'un a une grosse charge mentale, c'est qu'il porte plusieurs sujets à la fois et il passe sans arrêt de l'un à l'autre. Et ça, ça lui demande beaucoup d'énergie. Et en effet, il faut quand même limiter cette double tâche pour nos élèves. L'attention, c'est le 3e pilier des apprentissages selon Stanislas Dehaene. Elle est indissociable des apprentissages. Il faudra donc dans la classe créer les conditions de l'attention pour permettre aux élèves un apprentissage efficace et serein. Donc en résumé, il faudra que l'enseignant puisse prendre en compte les rythmes biologiques de ses élèves, limiter les sources de distraction, organiser la classe en conséquence, faire attention au voisinage des élèves, à la présence de la fenêtre, au rangement de l'espace, au mobilier, prendre en compte la cécité inattentionnelle, ne pas donner une consigne orale pendant que l'élève est concentré sur son travail, utiliser les 10 principes de l'apprentissage multimédia que je vous invite à revoir, susciter l'attention des élèves par le regard, la posture, l'intonation, le geste, en les interpellant, en ayant des documents qui attirent leur attention, et conscientiser leur attention en faisant par exemple de la métacognition, de la méditation à l'aide de cette
méthode que vous connaissez sans doute, qui s'appelle calme et attentif comme une grenouille, par exemple. Cela permettra aux élèves de s'entraîner et d'entraîner leur attention. Vous connaissez tous les signes de décrochage de l'attention. La bonne durée pour une séance, c'est de finir avant que la classe ne décroche. Certains signes corporels, vous les avez certainement déjà décryptés. La position fléchie, le dos rond, les épaules rentrées, la gesticulation sur la chaise, la nervosité, les mouvements répétitifs. Attention qui ne doivent pas forcément être confondus avec les mouvements qu'un enfant kinesthésique doit faire pour apprendre. L'hypotonicité ou l'hypertonicité de l'enfant sont également des signes du décrochage de l'attention. Les autres signes peuvent être par exemple l'excitation du groupe classe ou alors au contraire une passivité excessive, l'inattention, le manque de concentration, la difficulté à mémoriser ou des comportements agressifs vis-à-vis de l'enseignant ou vis-à-vis des autres élèves. Voici quelques idées d'activités pour créer une rupture, évacuer les tensions et favoriser la remobilisation de l'attention de vos élèves. Effectuer quelques rituels corporels, avoir un temps de lecture offerte, très courte, style nouvelle ou texte incomplet, on lira la suite demain, des rituels en histoire des arts, un mur d'images, une écoute musicale, quelques rituels en langue vivante, faire de la poésie, du théâtre, en mettant en scène quelques élèves, des chants, des jeux de rythme, des activités ludiques rythmées, par exemple du calcul mental, ou de la méditation ou de la relaxation. Dans la journée, il sera conseillé d'alterner les modes de sollicitation, les temps de recherche, de découverte, d'entraînement, de création, de mémorisation, de réinvestissement, d'alterner les types d'activités, découvrir, explorer, conceptualiser, mémoriser, catégoriser, d'alterner les modalités de travail, à l'oral, à l'écrit, en individuel, en binôme, en groupe ou en groupe classe, et de moduler la durée des séances en fonction des activités et évidemment en fonction de l'âge de vos élèves. 10 à 30 minutes pour des élèves de cycle 2, 15 à 45 minutes pour des élèves de cycle 3 par exemple. Nous allons voir maintenant ce qu'on appelle l'engagement actif. Cette expérience du manège réalisée en 1963 a permis de démontrer l'importance de l'engagement actif dans un certain nombre de fonctions cognitives. Les chercheurs ont réalisé deux groupes de chatons. Un groupe de chatons, ceux qui ont la tache noire ici sur le dos, qui a été élevé pendant 3 semaines dans le noir, et puis ils ont été promenés dans un manège ici, la moitié du groupe sur un espèce de petit tapis à roulettes là, qui a consisté à les promener de façon passive dans un manège dont les parois étaient recouvertes de bandes blanches et noires alternativement. Donc, on a eu une stimulation visuelle du chaton, mais le chaton était passif dans sa locomotion. Le deuxième groupe de chatons avait aussi été élevé dans le noir, mais eux, dans le manège, ils se sont promenés en marchant. Lorsque l'on met ensuite ces deux groupes de chatons sur un plateau avec des formes variées, avec des faces en noir ou en blanc, eh bien les chatons blancs qui s'étaient promenés activement dans le manège, eh bien eux circulent très facilement entre les formes, alors que le chaton noir va se cogner contre les formes. De la même manière, si on met les deux groupes de chatons sur un plateau ici avec un plateau surélevé avec un damier, eh bien le groupe de chatons blancs va réussir à s'arrêter au bout du damier pour ne pas tomber, alors que les autres chatons vont tomber de la petite table parce qu'ils n'arrivent pas à intégrer les limites de ce support. Donc en fait, on voit bien ici que la motricité, l'engagement physique dans un apprentissage, eh bien, va permettre d'être beaucoup plus efficace et d'intégrer ici, par exemple, des informations visuelles et spatiales. L'engagement actif, qui avait donc été présupposé par les pédagogues depuis le XIXe siècle, est aujourd'hui considéré comme le 4e pilier des apprentissages selon Stanislas Dehaene. Il favorise les apprentissages en favorisant la curiosité, la surprise, le défi personnel, la motivation, la récompense. Par contre, il suppose la notion d'effort, la notion d'approfondissement. Je continue, j'essaye jusqu'à ce que j'y arrive.
Le rôle de l'enseignant va donc être de fournir un environnement d'apprentissage progressif, structuré, explicite et conçu pour le guider vers les apprentissages. L'élève n'est pas livré à lui-même avec la complexité de l'apprentissage. Il s'agit de lui apprendre à faire tout seul, comme le disait Maria Montessori. Voyons maintenant comment les émotions peuvent jouer un rôle dans les apprentissages. Selon le modèle de Damasio, il existe des émotions d'arrière-plan essentiellement liées à des fonctions physiologiques. Donc c'est le reflet global de l'état d'être. Donc là, par exemple, ça va être lié à votre glycémie, par exemple, à votre état de fatigue, etc. Ces émotions d'arrière-plan peuvent déclencher des émotions primaires, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur, la surprise, qui, elles, peuvent entraîner des émotions plus complexes, des émotions sociales, comme la sympathie, la honte, la culpabilité, l'orgueil, l'envie, la gratitude, l'admiration, l'indignation ou le mépris. Vous avez sans doute déjà appris la notion de neurones miroirs, c'est-à-dire des neurones qui incitent les élèves dans leurs apprentissages à imiter ce qu'elles observent. Ils sont impliqués dans l'imitation et ils sont impliqués également dans le déchiffrage des intentions et des émotions de la personne que l'on observe. Les neurones fuseaux, eux, vont jouer un rôle important dans l'empathie immédiate, dans l'intuition. Ils sont impliqués dans la conscience et le contrôle de soi. Ces deux types de neurones vont jouer un rôle important et là vous mesurez l'importance du modèle de l'enseignant et l'importance éventuellement du jeu d'imitation et l'importance de la contagion des émotions. Un enseignant qui arrive en classe contrarié, en colère, eh bien il va facilement transmettre ces émotions à ses élèves. Ces élèves vont, par contagion, imiter ces émotions sans pouvoir mettre un mot sur ces émotions. Donc il va être très important en classe de nommer ces émotions, c'est-à-dire partant de la notion de contagion des émotions, être capable de nommer ces émotions. On peut s'aider ici d'un petit jeu avec différentes émotions sur un petit dé qui permet d'exprimer son émotion, de passer de cette contagion à, en nommant les émotions, à ce qu'on appelle l'éveil empathique, c'est-à-dire la capacité de comprendre l'émotion de l'autre sans pour autant la ressentir, pour arriver à une empathie cognitive, c'est-à-dire vraiment être capable de mettre des mots sur ses émotions et les émotions des autres. Vous connaissez peut-être Milton Erickson, qui est le père de l'hypnose, l'inventeur, le découvreur de la notion d'hypnose. Que fait-il un jour en réaction aux pleurs de son fils qui s'est coupé le doigt? D'abord, il lui dit « Tu as mal? Eh bien, ça va peut-être durer. Tu voudrais que la douleur cesse, peut-être va-t-elle s'atténuer dans quelques minutes. » En fait, en faisant cela, il fait preuve d'empathie et de réconfort. L'enfant se sent compris, écouté, entouré, sa peur diminue. Ensuite, il va détourner l'attention de la douleur en lui disant « Regarde, ton sang est bien rouge, ce qui prouve que tu es en bonne santé, et si on le passe sous l'eau, ça devient rose. » En faisant cela, en détournant son attention, il va diminuer l'intensité ressentie de la douleur. Enfin, il va stimuler la curiosité de son fils en lui disant « Penses-tu que tu vas avoir plus ou moins de points de suture que ton frère la dernière fois ?» En éveillant sa curiosité, encore une fois, il va diminuer la peur de l'enfant, ce qui va aussi diminuer sa douleur. Donc on voit bien qu'en agissant sur certaines zones du cerveau, eh bien on peut diminuer la peur, mais aussi du coup les sensations désagréables comme les sensations de douleur. Les émotions jouent un rôle fondamental sur les apprentissages. Elles vont influer sur la prise de décision, sur la mémoire, sur l'attention et sur les capacités cognitives, notamment en agissant sur le cortex préfrontal. Certaines hormones vont avoir un effet positif sur ces apprentissages. La sérotonine, on a dit qui était l'hormone du bien-être, la dopamine, l'hormone du plaisir, les endorphines, hormones du plaisir également, l'ocytocine, hormone de l'attachement. Certaines hormones, comme le cortisol ou l'adrénaline, à trop haute dose, vont avoir des effets négatifs en bloquant les apprentissages. La peur suscite en effet
une situation physiologique de stress, une production d'adrénaline, de cortisone, qui va diminuer la plasticité neuronale, la myélinisation des neurones et la neurogénèse. Donc on sait bien que ces hormones-là, elles ont un rôle inhibiteur sur les processus neuronaux. Il est donc très important que les apprentissages s'effectuent en toute sécurité affective. Les élèves ont besoin de contacts physiques, c'est-à-dire une main sur l'épaule, une main sur la tête, qui vont leur permettre de produire de l'ocytocine, éventuellement de la sérotonine. L'empathie, la bienveillance vont leur permettre de produire ces hormones positives. Le langage leur permettra également de nommer les émotions pour pouvoir les mettre à distance. Tout cela va permettre à vos élèves d'acquérir de la confiance en soi, du bien-être et donc vont les rendre beaucoup plus perméables aux apprentissages. Daniel Pennac disait dans un de ses ouvrages que les professeurs ne sont pas là pour faire peur, mais pour vaincre la peur d'apprendre. Un petit exercice pour illustrer la diversité des représentations mentales. Si je vous dis « pensez à une voiture de Formule 1 », fermez les yeux et pensez à une voiture de Formule 1. Certains d'entre vous se sont vus peut-être au volant de cette voiture de Formule 1. C'est ce qu'on appelle une représentation en mode ego. Dès la naissance, on est capable de cette représentation. C'est une représentation séquentielle, topokinesthésique, comme un GPS en 2D. Certains, au contraire, se sont vus sur le côté de la voiture, en représentant la voiture en mode hétéro, c'est-à-dire comme une chose que l'on voit, ou une autre personne. Certains, et là c'est possible seulement chez les enfants à partir de 5 ans, ont vu la voiture vue du dessus, en mode 3D, comme un GPS 3D, en mode halo, c'est-à-dire en représentation globale, topographique. Tout ça illustre qu'en fait, lorsqu'on vous propose de penser à quelque chose, eh bien vous en avez tous des représentations mentales très différentes. Il sera très important en tant qu'enseignant que vous ayez conscience que lorsque vous dites quelque chose, chacun de vos élèves le voit ou se le représente d'une façon différente. Nous pouvons refaire l'exercice. Si je vous dis pensez à un chat, allez-y, fermez les yeux et pensez à un chat. Et bien voilà, certains d'entre vous auront vu leur chat ou un petit chat tout mignon. Certains auront vu une représentation plutôt de dessin animé, comme celui-ci ou comme le chapeauté. Certains ont une représentation négative du chat et voient le chat qui mord, qui griffe. Certains n'ont pas forcément eu de représentation visuelle, mais ont senti la douceur des poils du chat ou le bruit de son miaulement ou de son ronronnement. Encore une fois, une grande diversité des représentations mentales possibles à partir de quelque chose d'aussi simple que l'idée de penser à un chat. Richard Feynman, qui a été prix Nobel de physique et qui rappelait à l'occasion que faire des erreurs, c'était une opportunité d'apprendre quelque chose et non pas une mauvaise chose, eh bien, nous montre aussi qu'on a tous différentes compétences. Par exemple, dans cette vidéo que vous pouvez prendre le temps de regarder, il explore ce que chacun d'entre nous est capable de faire dans sa tête, tout en comptant jusqu'à 60. Il y a des gens qui, tout en comptant jusqu'à 60, sont capables aussi de continuer à lire le journal ou de faire la vaisselle ou bien de faire encore tout un tas d'autres tâches complexes. Mais on n'est pas capable de tous faire la même chose. En effet, parce que ça va activer des zones de notre cerveau différentes ou parce qu'on va mettre en place des procédures différentes pour réaliser ces deux choses en même temps et pour automatiser finalement le décompte jusqu'à 60. En conclusion, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Eh bien, pour faciliter la mémorisation et les apprentissages, il va falloir prendre en compte l'état affectif de l'enfant et lui permettre d'être dans un état affectif positif, tenir compte de ses représentations mentales, de ses périodes sensibles, comprendre les différentes modalités perceptives et organiser le matériel pédagogique en conséquence, lui permettre une réalisation sensorimotrice, c'est-à-dire kinesthésique,
expliciter les choses, avoir des objectifs clairs pour que l'enfant puisse savoir qu'est-ce qu'il a à faire et du coup être en situation de réussite et produire de la dopamine, décomposer la tâche, la planifier, entraîner, susciter le plaisir chez ses élèves, des émotions positives, mobiliser leur attention, leur engagement actif, créer des liens entre les différentes fonctions cérébrales, entre les différentes mémoires, créer des associations, espacer les apprentissages pour les réactiver, faire du neurofeedback et revenir sur les erreurs, les inciter à avoir une gratification différée, c'est-à-dire à faire des efforts, à aller jusqu'au bout et à produire de la dopamine, mais plus tard, lorsqu'ils auront réussi à dépasser l'obstacle, faire de la métacognition, c'est-à-dire discuter de ses procédures, de ses erreurs, de ce que l'on a appris, de sa capacité à être attentif, etc. Ce petit livre d'André Giordans et Jérôme Salté peuvent vous aider à transposer pour vos élèves tout un tas de situations qui aident les élèves à apprendre, pour poser un problème, gérer ses erreurs, gérer l'information, s'exprimer clairement. Ce cours a été construit à partir de la bibliographie qui vous est donnée ici, sachant que d'autres ressources vous ont été données au fur et à mesure du diaporama.